Dans la lumière dorée et tamisée de la cabine de première classe d'un vol Air France reliant Paris à Los Angeles, Élodie, une jeune fille de 16 ans d'origine africaine, s'installa avec une grâce naturelle dans le siège 2A, près du hublot. La cabine, ornée d'accents en noyer poli et de tissus moelleux aux teintes crème, exhalait une élégance discrète, typique du raffinement à la française. Élodie, vêtue d'un pull bleu marine soigneusement rentré dans un pantalon taille haute couleur ivoire, ajusta ses lunettes rondes et ouvrit un livre de poésie de Léopold Sédar Senghor, son regard perdu dans les vers qui chantaient la dignité et la résilience. Elle était l'incarnation d'une assurance tranquille, héritée de sa grand-mère sénégalaise, une femme qui lui avait appris à marcher la tête haute, même face au vent contraire. Pourtant, à peine quelques minutes après s'être installée, l'atmosphère feutrée de la cabine fut brutalement brisée. Un agent de sécurité massif, Jacques, un homme à la carrure imposante et au regard dur, s'approcha d'un pas lourd. Sans un mot d'introduction, il saisit le bras d'Élodie avec une force qui évoquait un orage d'hiver, la tirant de son siège comme si elle n'était qu'un intrus dans ce sanctuaire de luxe. « Ce n'est pas votre place ici », lâcha-t-il avec un rictus méprisant, sa voix résonnant comme un verdict sans appel. Les autres passagers, un mélange d'hommes d'affaires en costumes impeccables et de voyageurs élégants, se figèrent dans un silence gêné. Certains sortirent leur téléphone, leurs objectifs braqués sur Élodie, capturant l'instant avec des murmures à peine dissimulés, des regards oscillant entre moquerie et curiosité malsaine. « Elle a dû voler ce siège », chuchota une femme en tailleur Chanel, son ton chargé de préjugés. Élodie, dont le nom, choisi pour symboliser une renaissance loin des humiliations du passé, vibrait désormais de force et de dignité, resta immobile un instant, son regard fixé sur Jacques. Sans un cri, sans une plainte, elle se leva avec une détermination calme, lissant les plis de son manteau comme pour effacer l'affront. Dans ce geste simple, elle scella une promesse silencieuse. Cette humiliation n'était que le prélude d'un combat qui ébranlerait les fondations d'un système corrompu. La cabine de première classe, avec ses sièges en cuir souple et ses plateaux en argent, semblait soudain oppressante, comme si l'air lui-même était saturé de jugement. Élodie, tenant son billet d'embarquement dans une main et son passeport dans l'autre, avait soigneusement préparé ce voyage. Chaque détail de sa tenue, de la broche en forme de fleur de baobab épinglée à son col, à la manière dont elle avait noué son foulard en soie, reflétait l'élégance intemporelle qu'elle avait apprise de sa grand-mère. Cette dernière, une femme fière qui avait grandi à Dakar avant de s'installer à Paris, lui avait enseigné l'art de la dignité face à l'adversité. « Tu es un baobab, ma fille », lui disait-elle souvent. « Tes racines sont profondes, et aucun vent ne peut te déraciner. » Mais ce matin-là, dans l'enceinte feutrée de cet avion, les racines d'Élodie semblaient être mises à rude épreuve. Les regards des autres passagers, un mélange de pitié et de dédain, pesaient sur elle comme une chape de plomb. À quelques rangées de là, M. Dubois, un homme d'une soixantaine d'années vêtu d'un costume gris anthracite, murmura à sa femme. « Une gamine comme elle en première classe? C'est probablement une erreur de réservation. » Sa voix, teintée d'un mépris aristocratique, trancha l'air comme une lame. Sa femme, une femme élégante aux cheveux soigneusement coiffés, hocha la tête en ajustant son collier de perles, ajoutant dans un souffle « Ou un billet acheté à rabais. » Qui sait? Élodie, ignorant leurs commentaires, envoya un message à son père. « Embarqué. Merci pour le siège. Je t'aime. » Elle posa son téléphone sur la tablette, comme pour clore ce chapitre d'attente et se préparer à affronter ce qui suivrait. Mais l'atmosphère dans la cabine devint rapidement irrespirable. Une hôtesse de l'air, Claire, une jeune femme aux cheveux châtains attachés en un chignon impeccable, passa dans l'allée, son sourire professionnel vacillant lorsqu'elle croisa le regard d'Élodie. Claire, nouvelle dans l'équipe d'Air France, avait été formée à maintenir une façade de courtoisie, mais elle sentit une boule se former dans sa gorge face à l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Elle voulut intervenir, mais la peur de perdre son emploi la retint. À la place, elle baissa les yeux et poursuivit sa distribution de flûtes de champagne. Pendant ce temps, un homme d'affaires en costume sombre, assis de l'autre côté de l'allée, tapotait frénétiquement sur sa tablette, feignant l'indifférence, mais ses coups d'œil furtifs trahissaient sa curiosité. Une femme 2 rangées derrière, une Parisienne sophistiquée du nom de Madame Lefebvre, chuchota à son voisin. « C'est scandaleux, non? Comment ose-t-elle s'asseoir ici comme si de rien n'était ?» Son ton, chargé d'une condescendance bourgeoise, était celui d'une personne convaincue que la hiérarchie sociale était gravée dans le marbre. Alors que les dernières annonces d'embarquement résonnaient dans la cabine, un homme en siège 4C, un banquier d'âge mûr nommé Monsieur Giraud, fit signe à une hôtesse avec une discrétion exagérée, pointant du doigt Élodie.
Est-elle vraiment censée être là demanda-t-il, son ton mêlant incrédulité et indignation, comme si la présence d'une jeune fille noire en première classe était une aberration cosmique. L'hôtesse consulta sa tablette, ses yeux trahissant une incertitude qu'elle tenta de masquer par un sourire crispé. Tout semble en ordre, répondit-elle, mais son ton manquait de conviction. Élodie, impassible, ajusta son livre sur ses genoux, ses doigts caressant la couverture usée de Senghor, comme pour y puiser du courage. Mais le répit fut de courte durée. Jacques, l'agent de sécurité, revint dans l'allée, accompagné d'un officier de la TSA nommé Pierre, un homme grand et blond, dont le regard perçant semblait scruter chaque détail d'Élodie. « Mademoiselle, votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. » ordonna Pierre d'une voix qui ne tolérait aucun refus. Élodie, toujours calme, répondit « Y a-t-il un problème ?» Elle tendit son billet avec une assurance mesurée, ses yeux ne quittant pas ceux de Pierre. Ce dernier examina le document, son expression passant de la suspicion à une frustration contenue. « Suivez-moi dans l'allée », aboya-t-il, sa voix attirant les regards et les caméras des téléphones portables des passagers. Lentement, Élodie se leva, son port altier contrastant avec l'agressivité de Pierre. Alors qu'elle se tenait debout, Jacques attrapa son sac à main sous le siège, laissant tomber son journal intime sur le tapis de la cabine. Ce journal, un carnet relié en cuir où Élodie consignait ses pensées, ses rêves et les petites victoires d'une vie marquée par les défis de la discrimination, s'ouvrit à une page où une phrase manuscrite se détachait. « Je suis plus grande que leurs préjugés. » Les pages éparpillées sur le sol semblaient crier l'injustice de l'instant. Mais Jacques, indifférent, les ignora, traînant le sac d'Élodie comme s'il s'agissait d'un vulgaire déchet. « On réglera ça hors de l'avion », déclara-t-il, sa voix résonnant avec une promesse creuse de justice. Élodie, sans un mot, suivit les deux hommes hors de la cabine, ses pas mesurés, son regard fixé droit devant elle. Les murmures des passagers s'amplifièrent, certains riant sous cape, d'autres secouant la tête avec une pitié feinte. Madame Lefebvre, toujours assise, murmura à son voisin. « Elle a dû trouver ce billet dans une poubelle. » Son commentaire, chargé de mépris, fut entendu par Claire, l'hôtesse, qui sentit une vague de honte l'envahir. Mais Claire, encore trop craintive pour agir, se contenta de détourner les yeux. À l'extérieur de la cabine, dans la passerelle reliant l'avion au terminal, un second agent, une femme nommée Isabelle, attendait Élodie. Sans un mot, elle la conduisit vers une rangée de chaises métalliques alignées contre un mur froid du terminal. Isabelle posa le sac d'Élodie à ses pieds avec un dédain évident, comme si sa présence n'était qu'une gêne temporaire. « Asseyez-vous. On vérifie une anomalie avec votre billet, » dit-elle d'un ton sec, avant de s'éloigner. Élodie s'assit, le métal glacé de la chaise mordant à travers son pantalon. Son cœur battait comme un tambour, mais son visage restait impassible. Elle sortit son téléphone et, malgré le signal faible, envoya un message à son père. « Pas encore décollé. Ils m'ont sorti de l'avion. » Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère contenue qui grandissait à chaque seconde. À quelques mètres, des voyageurs pressés passaient, jetant des regards curieux ou indifférents. Un adolescent, écouteur vissé aux oreilles, s'arrêta un instant pour filmer la scène, murmurant à son ami. « C'est quoi, ce cirque ?» Élodie, ignorant les regards, ouvrit son journal tombé au sol et y griffonna une phrase. « Ils pensent me briser, mais ils ne savent pas que je suis déjà en train de les défaire. » Dans le terminal, l'agitation matinale emplissait l'air du parfum du café fraîchement moulu et des annonces de vol. Mais pour Élodie, cet espace n'était plus qu'un théâtre d'injustice. Elle entendit par hasard une conversation entre Jacques et Isabelle, à quelques mètres d'elle, près d'un comptoir d'embarquement. « Elle a un billet valide, mais tu sais comment ça marche ?» chuchota Jacques, son ton empreint de cynisme. « On a reçu un signalement d'un passager. Quelqu'un a dit qu'elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. » Isabelle ricana doucement. « Une gamine comme elle ? C'est probablement une erreur du système. Ou elle a triché. » Élodie, feignant de lire son journal, activa discrètement l'enregistreur de son téléphone, capturant chaque mot. Ce moment, elle le savait, serait la première pierre de sa contre-attaque. Elle ferma les yeux un instant, repensant aux leçons de sa grand-mère. La vérité est une arme. Élodie, utilise-la avec précision. Elle rouvrit les yeux, son regard plus acéré que jamais. Alors que les minutes s'étiraient, un homme en costume bleu marine, M. Laurent apparut soudain dans la passerelle. C'était un cadre supérieur d'Eldor, la compagnie aérienne, et son arrivée fit taire les murmures. Son visage, marqué par une autorité naturelle, trahissait une colère contenue. Il s'approcha d'Élodie, ignorant Jacques et Isabelle, et s'adressa à elle d'une voix ferme mais respectueuse. « Mademoiselle,
Je suis désolé de cette situation. Votre billet est parfaitement en règle. Il se tourna vers Jacques, son regard glacial. Vous avez commis une erreur, une grave erreur. Jacques, déstabilisé, tenta de se justifier. Monsieur, c'était une vérification de routine. Un passager a signalé une anomalie, mais Laurent l'interrompit d'un geste sec. Une vérification basée sur quoi? Son apparence? Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent tendit la main à Élodie. Retournez à votre siège, mademoiselle, nous allons régler cela. Élodie, sans un mot, se leva, ramassa son sac et son journal, et marcha vers l'avion, suivi par Laurent. Les passagers, toujours armés de leur téléphone, capturèrent l'instant, certains murmurant des excuses maladroites, d'autres détournant les yeux, gênés par leur complicité silencieuse. De retour dans la cabine, Élodie s'installa à nouveau dans le siège 2A. L'atmosphère était électrique, chaque regard, chaque chuchotement chargé d'une tension nouvelle. Claire, l'hôtesse, s'approcha timidement et murmura. « Je suis désolée, mademoiselle. Je n'ai pas su quoi faire. » Élodie, sans la regarder, répondit doucement. « Ce n'est pas votre faute, mais la prochaine fois, parlez. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Monsieur Dubois, toujours assis à sa place, marmonna quelque chose à sa femme, mais son ton avait perdu de son arrogance. Madame Lefebvre, quant à elle, rangea son téléphone, soudain consciente que ses commentaires pourraient être entendus. Élodie, impassible, ouvrit son journal et écrivit « Premier acte, ils m'ont sous-estimé. Deuxième acte, ils vont apprendre. » Alors que l'avion s'apprêtait à décoller, elle sentit une détermination nouvelle l'envahir. Ce n'était pas seulement une question de siège ou de vol. C'était une question de justice, de dignité, et d'un système qui devait être brisé. Et elle, Élodie, serait celle qui tiendrait le marteau. Dans l'espace confiné d'un réduit aménagé à l'avant de l'avion, loin des regards indiscrets de la cabine de première classe, Élodie était assise sur une chaise pliable, le métal froid mordant à travers son pantalon. La pièce, un ancien espace de repos pour l'équipage, était dépourvue de fenêtres, baignée d'une lumière blafarde qui semblait accentuer l'isolement. L'odeur des produits d'entretien flottait dans l'air, mêlée à celle de l'acier industriel. Et chaque bruit extérieur, le bourdonnement des moteurs, les murmures étouffés des annonces de vol, semblait distant, comme appartenant à un autre monde. Élodie, ses mains posées calmement sur ses genoux, fixait un point invisible sur le mur. Mais sous cette apparence de sérénité, son esprit bouillonnait, tissant une toile de détermination et de stratégie. Elle sortit son téléphone, vérifia la barre de signal, faible mais suffisante, et ouvrit l'application d'enregistrement qu'elle avait activée dans la passerelle. Les voix de Jacques et Isabelle, leurs mots chargés de cynisme et de préjugés, résonnaient encore dans sa mémoire. Une gamine comme elle, c'est probablement une erreur du système, où elle a triché. Ses paroles, capturées dans un fichier audio, étaient une arme, et Élodie le savait. Avec une précision méthodique, elle envoya le fichier à son père, M. Laurent, accompagné d'un message laconique. « Ils m'ont isolé. Voici la preuve. Agis. » Elle savait que son père, propriétaire d'Eldor, n'était pas homme à tolérer l'injustice, encore moins quand elle frappait sa propre fille. Alors que l'avion vibrait doucement, prêt à s'élancer sur la piste, Élodie sentit une vague de colère contenue monter en elle, mais elle la canalisa, la transformant en une résolution d'acier. Ce n'était pas le moment de céder à l'émotion, c'était le moment de riposter, avec une précision digne de l'éducation rigoureuse qu'elle avait reçue dans les écoles parisiennes les plus prestigieuses, où l'on apprenait à conjuguer élégance et fermeté. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère restait lourde, saturée de murmures et de regards furtifs. Claire, l'hôtesse aux cheveux châtains, traversait l'allée avec une démarche hésitante, portant un plateau de flûte de champagne qu'elle distribuait mécaniquement. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne pouvait effacer de son esprit l'image d'Élodie, traînée hors de son siège par Jacques, sous les yeux complices ou indifférents des autres passagers. Claire, originaire d'un petit village de Provence, où l'on valorisait l'hospitalité, se sentait déchirée entre son devoir professionnel et une indignation grandissante. Lors d'une pause dans la galerie, elle griffonna un mot sur un bout de papier. « Je suis désolée, je ferai ce qu'il faut. » Glissant le message dans sa poche, elle se promit d'agir, même si cela signifiait risquer sa place. Pendant ce temps, à quelques rangées de là, Sophie, une journaliste indépendante d'une trentaine d'années, voyageait en première classe grâce à un surclassement inattendu. Sophie, avec son regard vif et son carnet toujours à portée de main, avait observé la scène avec une attention particulière. Journaliste pour un média en ligne connu pour ses enquêtes audacieuses, elle avait immédiatement reconnu le potentiel explosif de l'incident. Discrètement,
Elle activa la fonction live stream de son téléphone, orientant l'objectif vers l'allée où Élodie avait été emmenée. « Voici ce qui se passe quand le racisme s'invite à 30 pieds, murmura-t-elle dans son micro, sa voix tremblante d'indignation. En quelques minutes, la vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux, accompagnée du hashtag « Justice pour Élodie ». Les commentaires affluaient, certains outrés, d'autres sceptiques, mais tous amplifiaient l'écho de l'injustice. Dans le cockpit, le commandant de bord, un homme expérimenté nommé Philippe, reçut un message urgent de la tour de contrôle. Vol AF2 127, maintenez la position. Instruction de la direction générale. Philippe échangea un regard perplexe avec son copilote, un jeune homme nommé Antoine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marmonna-t-il, ajustant ses lunettes. À cet instant, à des milliers de kilomètres, dans les bureaux parisiens d'Aile d'Or, Monsieur Laurent, un homme au charisme imposant et au regard perçant, était déjà en action. Assis dans son bureau aux grandes baies vitrées donnant sur la Seine, il écouta l'enregistrement envoyé par Élodie. Chaque mot de Jacques et Isabelle, chaque insinuation raciste, fit durcir son expression. Il décrocha son téléphone et appela son conseiller juridique, maître Camille Dubois, une avocate brillante d'une trentaine d'années, connue pour son intransigeance face aux abus de pouvoir. « Camille, préparez une plainte pour discrimination. Je veux que chaque personne impliquée dans cette affaire soit identifiée et sanctionnée, » ordonna-t-il, sa voix aussi tranchante qu'un couperet. Puis, il activa un protocole d'urgence rarement utilisé. Un arrêt immédiat de tous les vols d'Aile d'Or, sous prétexte d'une « révision technique critique ». Cette décision, aussi radicale qu'inattendue, envoya une onde de choc à travers les départements opérationnels de la compagnie. Les cadres supérieurs, réunis dans une salle de conférence à Roissy, se regardèrent, abasourdis. « Il a perdu la raison », murmura l'un d'eux, un homme grisonnant nommé François, directeur des opérations. Mais Laurent, loin d'être irrationnel, savait exactement ce qu'il faisait. Il lançait un signal clair que l'époque des pratiques discriminatoires était révolue. Dans la cabine, l'absence d'Élodie ne passa pas inaperçue. Monsieur Dubois, le passager sexagénaire qui avait murmuré des commentaires désobligeants, commença à se sentir mal à l'aise. Sa femme, Madame Dubois, feuilletait un magazine avec une nonchalance forcée. Mais ses doigts tremblaient légèrement. « Peut être qu'on a mal jugé », murmura-t-elle. Mais son mari haussa les épaules. Une gamine en première classe, ça ne passe pas inaperçu. Elle devait savoir que ça attirerait l'attention. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Claire, qui, prenant son courage à deux mains, s'approcha du siège d'Élodie, désormais vide. Elle posa un verre d'eau sur la tablette, accompagné du mot qu'elle avait écrit plus tôt. « Pour quand elle reviendra ?» murmura-t-elle à elle-même, espérant que ce petit geste pourrait réparer, ne serait-ce qu'un peu, l'injustice qu'elle avait laissé se produire. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que Sophie, la journaliste, avait capturé cet instant dans son live stream. Les internautes, de plus en plus nombreux, commentaient en direct. « Cette hôtesse a l'air de savoir quelque chose », écrivait l'un. « Elle a honte, et elle a raison », ajoutait un autre. Le hashtag « Justice pour Élodie » grimpa en flèche, atteignant des millions de vues en quelques minutes. À Paris, dans un café du Marais, une étudiante nommée Aïssatou, amie d'enfance d'Élodie, tomba sur la vidéo. Choquée, elle envoya un message à Élodie. « Je vois tout sur Twitter. Tiens bon, on est avec toi. » Mais dans l'espace confiné où Élodie était retenue, son téléphone, en mode avion, ne recevait aucun message. Élodie, seule dans cet espace oppressant, ouvrit son journal et commença à écrire. Chaque mot était une arme, chaque phrase une promesse de justice. Elle décrivit l'incident en détail, l'agressivité de Jacques, le mépris d'Isabelle, les murmures des passagers. Puis, elle rédigea un email adressé à son père, intitulé « Rapport d'incident ». Vol AF2 127. Avec une précision chirurgicale, elle énuméra les faits, joignant l'enregistrement audio et une note personnelle. « Papa, ils pensent que je ne suis rien. Ils vont découvrir qui je suis. » Elle savait que cet email, une fois envoyé, serait le premier domino d'une chaîne qui ébranlerait Aile d'Or. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle contacta également Camille, l'avocate, via une application sécurisée. « Camille, j'ai besoin de toi. Ils m'ont isolé sur le vol. J'ai des preuves. Prépare tout. » Camille, assise dans son bureau du 8 arrondissement, répondit immédiatement « Je m'en occupe. Reste forte. » Élodie rangea son téléphone, son regard fixé sur la porte verrouillée. Elle savait que chaque seconde passée dans cet espace était une seconde de plus où son dignité était mise à l'épreuve, mais elle refusait de plier. Elle pensa à sa grand-mère, à ses récits des luttes pour l'égalité dans les rues de Dakar et de Paris,
et murmura pour elle-même « Je suis un baobab, mes racines sont profondes ». Pendant ce temps, dans la cabine, Sophie continuait son live stream, son ton devenant de plus en plus incisif. Ce que vous voyez ici, c'est une jeune fille, une adolescente, humiliée publiquement à cause de préjugés racistes. Et personne dans cette cabine, n'a levé le petit doigt pour l'aider. Ces mots, diffusés en direct, touchèrent des milliers de personnes. À Lisbonne, un militant des droits humains partagea la vidéo avec une légende. L'aviation n'est pas au-dessus de la justice. À New York, une blogueuse influente écrivit « Cette histoire ne s'arrêtera pas ici. Justice pour Élodie ». La vidéo atteignit bientôt les bureaux d'Elle d'Or, où un jeune employé du service informatique, Marc, tomba dessus par hasard. Marc, un idéaliste discret qui avait rejoint la compagnie un an plus tôt, fut horrifié. Il savait que les images de vidéosurveillance du terminal et de la passerelle étaient archivées sur un serveur sécurisé. Poussé par un mélange de colère et de devoir moral, il accéda au système et copia les enregistrements avant qu'ils ne puissent être effacés. Ce qu'il ignorait, c'était que Jacques, sous les ordres d'un supérieur, avait déjà demandé à un autre technicien de purger ses fichiers. Mais Marc, plus rapide, sauvegarda les données sur un disque externe qu'il glissa dans sa poche. « Ils ne s'en tireront pas comme ça », murmura-t-il, son cœur battant à l'idée de ce qu'il venait de faire. Dans la cabine, l'ambiance devenait de plus en plus tendue. Monsieur Giraud, le banquier qui avait signalé Élodie, commença à recevoir des notifications sur son téléphone. Ses collègues, suivant le live stream de Sophie, lui envoyaient des messages. « Tu es sur la vidéo. Qu'est-ce que tu as fait ?» Giraud, mal à l'aise, éteignit son téléphone. Mais le malaise s'installa. Madame Lefebvre, qui avait murmuré des commentaires désobligeants, sentit les regards des autres passagers peser sur elle. Elle tenta de se justifier à voix basse. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'était juste une observation. » Mais son mari, un homme d'affaires discret, lui murmura « Tais-toi, tu aggraves les choses. » Claire, quant à elle, prit une décision. Profitant d'un moment où l'allée était vide, elle se glissa vers la porte du réduit où Élodie était retenue. Elle frappa doucement, et lorsque la porte s'entr'ouvrit, elle passa le verre d'eau et le mot qu'elle avait écrit. « Tenez bon !» murmura-t-elle avant de refermer la porte rapidement, craignant d'être vue par Jacques ou Isabelle. Élodie, surprise par ce geste, lut le message et sentit une lueur d'espoir. Quelqu'un, même timidement, était de son côté. À Paris, l'onde de choc de l'incident commençait à se propager. Les réseaux sociaux s'enflammaient, et les médias traditionnels, alertés par le live stream de Sophie, commencèrent à couvrir l'affaire. Une chaîne d'information, BFM, diffusa un flash spécial. Scandale à bord d'un vol d'Elle d'Or, une adolescente humiliée en première classe. Les images floues de la vidéo de Sophie, montrant Élodie escortée hors de la cabine, tournaient en boucle. Dans un petit appartement du 20 arrondissement, Aïssatou, l'amie d'Élodie, pleurait en regardant la télévision. Elle envoya un message à sa mère, une militante associative. « Maman, c'est Élodie. Il faut faire quelque chose. » Sa mère, une femme énergique nommée Fatou, contacta immédiatement une association de défense des droits humains, qui promit de suivre l'affaire de près. Pendant ce temps, M. Laurent, dans son bureau, convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle, « ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une erreur isolée. C'est le symptôme d'un mal profond dans notre entreprise. Et je ne tolérerai pas que ma fille, ou quiconque, soit traité ainsi. » Il tapa du poing sur la table, et un silence glacial s'installa. Puis il ajouta « Tous les vols d'Elle d'Or sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Nous allons nettoyer cette maison, pierre par pierre. » Laolou. Dans le réduit, Élodie sentit l'avion commencer à rouler sur la piste. Elle ferma son journal et rangea son téléphone, consciente que le décollage signifiait qu'elle était temporairement coupée du monde. Mais elle n'était pas seule. L'enregistrement qu'elle avait envoyé, le live stream de Sophie, l'action de son père, tout cela formait une tempête qui grossissait à l'horizon. Elle pensa à Senghor, à ses vers sur la résilience des peuples opprimés, et murmura « Vous avez voulu m'effacer, mais je vais vous écrire dans l'histoire. » À cet instant, la porte du réduit s'ouvrit à nouveau. Jacques se tenait là, son regard plus dur que jamais. « Restez ici jusqu'à ce qu'on atterrisse », ordonna-t-il. « On vérifiera votre dossier à Los Angeles. » Élodie, sans ciller, répondit « Vous faites une erreur, monsieur, et vous le saurez bientôt. » Jacques ricana, refermant la porte avec un claquement sec.
Mais ce qu'il ignorait, c'était que la machine était déjà en marche. Une machine alimentée par la vérité, la colère et une jeune fille qui refusait de plier face à l'injustice. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Élodie ferma les yeux, non pas pour se résigner, mais pour visualiser la chute imminente de ceux qui l'avaient sous-estimée. La révolte silencieuse avait commencé, et elle ne s'arrêterait pas avant que justice soit rendue. Lorsque l'avion d'Aile d'Or toucha le tarmac de l'aéroport international de Los Angeles, la lumière orangée du crépuscule peignait des reflets ardents sur les ailes de l'appareil, comme si le ciel lui-même anticipait l'incendie qui allait consumer les fondations d'une compagnie aérienne. Élodie, toujours confinée dans le réduit exigu à l'avant de l'avion, sentit le grondement des moteurs s'éteindre, remplacé par un silence pesant, ponctué par le cliquetis des ceintures de sécurité détachées dans la cabine de première classe. Chaque son, chaque murmure semblait appartenir à un autre monde, un monde dont elle avait été arrachée par la brutalité de Jacques, l'agent de sécurité, et le mépris d'Isabelle, l'agent de la passerelle. Pourtant, dans cet espace étouffant, où l'odeur des produits d'entretien se mêlait à celle de l'acier froid, Élodie restait droite, son journal serré contre sa poitrine comme un bouclier. Les pages de ce carnet, remplies de ses pensées, de ses indignations et de ses promesses, étaient devenues une arme, un témoignage vivant de l'injustice qu'elle avait subie. Elle relut une phrase qu'elle avait écrite plus tôt. « Ils m'ont enfermé pour me faire taire, mais la vérité ne peut être contenue. » Ces mots, inscrits à l'encre noire, vibraient d'une force qui la soutenait. Elle savait que, dehors, le monde s'agitait. Le live stream de Sophie, la journaliste indépendante, avait transformé son humiliation en un cri de ralliement mondial. Le hashtag « Justice pour Élodie » s'était répandu comme une traînée de poudre, portée par des millions d'utilisateurs sur Twitter, Instagram et TikTok. Des étudiants à Dakar, des militants à Paris, des avocats à New York. Tous partageaient son histoire, amplifiant son combat. Élodie, bien que coupée du monde dans ce réduit, ressentait cette énergie collective, comme une vague qui montait, prête à tout emporter sur son passage. La porte du réduit s'ouvrit enfin avec un claquement métallique. Claire, l'hôtesse de l'air au regard coupable, se tenait là, accompagnée de Marc-Antoine, un cadre supérieur de l'aéroport de Los Angeles, dépêché par Aile d'Or. Son costume sombre, taillé sur mesure, contrastait avec l'expression d'embarras qui crispait son visage. « Mademoiselle, vous êtes libre de sortir, dit-il, sa voix hésitante, presque tremblante, comme s'il craignait la tempête qu'il sentait venir. Élodie se leva lentement, son port altier intact, son regard traversant Marc-Antoine comme une lame. Elle ramassa son sac, lissa son pull bleu marine et marcha vers la cabine de première classe, ignorant les regards des passagers. Certains baissaient les yeux, gênés par leur complicité silencieuse dans l'incident. D'autres, comme M. Dubois, trituraient nerveusement son mouchoir en soie, tandis que sa femme, Madame Dubois, feignait de lire un magazine, ses doigts tremblants trahissant son malaise. Madame Lefebvre, la Parisienne sophistiquée qui avait murmuré des commentaires désobligeants, rangea précipitamment son téléphone, craignant que ses paroles ne soient déjà en train de circuler en ligne. Sophie, toujours en live stream, suivait Élodie du coin de l'œil, son téléphone capturant chaque instant. « Voici Élodie, de retour dans la cabine », murmura-t-elle dans son micro, sa voix empreinte d'une admiration contenue. Une adolescente qui a tenu tête à un système entier. Regardez-la, elle est l'avenir. Les mots de Sophie, diffusés en direct, touchèrent des millions de spectateurs, et le hashtag « Justice pour Élodie » grimpa en flèche, devenant le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux. Élodie s'installa à nouveau dans le siège 2A, près du hublot. Claire s'approcha timidement, posant une couverture sur ses genoux. « Je suis tellement désolée », balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas su quoi faire, mais je veux aider maintenant. » Élodie, sans la regarder, hocha la tête. « Merci Claire, votre voix compte, ne l'oubliez pas. » Ces mots, prononcés avec une douceur ferme, touchèrent Claire au plus profond d'elle-même. Elle retourna à la galerie, déterminée à témoigner, même si cela signifiait risquer sa carrière. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Les passagers, conscients que leur téléphone avait capturé l'incident, échangeaient des regards nerveux. Monsieur Giraud, le banquier qui avait signalé Élodie, reçut une notification sur son téléphone. Un message de son associé, qui écrivait « Tu es dans la vidéo. C'est partout sur Internet. Qu'as-tu fait ?» Giraud, blême, éteignit son appareil, mais le poids de ses actions commençait à l'écraser. Madame Lefebvre, quant à elle, murmura à son mari « Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Son mari, un homme d'affaires discret, répondit sèchement « Tu aurais dû te taire. Maintenant, tout le monde nous regarde. »
L'ironie était cruelle. Ceux qui avaient jugé Élodie pour son apparence étaient désormais jugés par le monde entier. À Paris, dans les bureaux d'Eldor donnant sur la Seine, Monsieur Laurent, le père d'Élodie, était en pleine tempête. Assis à son bureau, un espace élégant orné de bois sombres et de photographies aériennes, il écoutait à nouveau l'enregistrement envoyé par sa fille. Les voix de Jacques et d'Isabelle, leurs insinuations racistes, résonnaient comme une insulte personnelle. Laurent, un homme connu pour son calme olympien, sentait une colère froide monter en lui. Il décrocha son téléphone et appela maître Camille Dubois, l'avocate de la famille. « Camille, je veux une plainte collective. Pas seulement pour Élodie, mais pour toutes les victimes de discrimination dans cette compagnie. Rassemblez les preuves. Je veux que chaque responsable soit tenu pour compte. » Camille, depuis son bureau du 8 arrondissement, répondit avec assurance. « C'est déjà en cours, monsieur Laurent. Élodie m'a envoyé l'enregistrement. Avec les images de vidéosurveillance, nous avons un dossier en béton. » Laurent hocha la tête, puis activa un protocole d'urgence rarement utilisé. L'arrêt immédiat de tous les vols d'Eldor. Cette décision, aussi radicale qu'inattendue, envoya une onde de choc à travers la compagnie. Dans la salle de conférence de Roissy, les cadres supérieurs se regardèrent, abasourdis. François, le directeur des opérations, tenta de protester. « Monsieur, les pertes financières seront astronomiques. » Laurent, impassible, répondit. « L'argent se récupère. La dignité. Non. » Il projeta sur un écran les images de vidéosurveillance, sauvegardées par Marc, l'employé informatique qui avait désobéi aux ordres de destruction. On y voyait Jacques traînant Élodie hors de son siège, Isabelle ricanant dans la passerelle et les murmures méprisants des passagers. Chaque image était une condamnation, et le silence dans la salle devint assourdissant. À Los Angeles, alors qu'Élodie descendait de l'avion, une foule de journalistes l'attendait à la sortie de la passerelle. Les flashs crépitaient, et les questions fusaient. « Mademoiselle, que s'est-il passé? Allez-vous porter plainte? Êtes-vous la fille du propriétaire d'Eldor ?» Élodie, fidèle à l'élégance apprise de sa grand-mère sénégalaise, resta silencieuse, son regard fixé droit devant elle. Marc-Antoine tenta de la protéger de la cohue, mais Sophie, toujours en live stream, s'approcha. « Élodie, je m'appelle Sophie. Je suis journaliste. Votre histoire est en train de changer le monde. Voulez-vous dire quelque chose ?» Élodie s'arrêta un instant, ses yeux rencontrant ceux de Sophie. Puis, d'une voix claire et posée, elle répondit « Je ne suis pas ici pour demander justice. Je suis ici pour l'exiger. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été jugés, marginalisés, réduits au silence. » Ces mots, simples mais puissants, furent repris instantanément par les réseaux sociaux, amplifiés par des millions d'utilisateurs. À Paris, Aïssatou, l'amie d'enfance d'Élodie, regardait la scène à la télévision, les larmes aux yeux. « C'est ma Élodie !» murmura-t-elle, tandis que sa mère, Fatou, organisait une manifestation devant le siège d'Eldor. Des pancartes proclamaient « Nous volons avec la vérité !» et « Les sièges n'ont pas de couleur ». À Dakar, la grand-mère d'Élodie, assise dans son petit salon, regardait la retransmission en direct, un sourire fier illuminant son visage. « Mon baobab !» murmura-t-elle, serrant un chapelet entre ses doigts. Dans les coulisses, l'action de Marc, l'employé informatique, portait ses fruits. Les enregistrements qu'il avait sauvegardés furent transmis à Camille, qui les intégra à une plainte collective visant non seulement Eldor, mais aussi les pratiques systémiques de l'industrie aérienne. Camille, installée dans son bureau parisien, travaillait sans relâche, compilant les preuves. L'enregistrement audio d'Élodie, les images de vidéosurveillance et le témoignage de Claire, qui avait décidé de briser son silence. « J'ai vu ce qui s'est passé », confia Claire à Camille lors d'une visioconférence. « J'ai laissé faire par peur, mais je ne peux plus vivre avec ça. Je veux témoigner. » Camille, avec son calme légendaire, répondit « Votre courage change tout, Claire. » Merci. Pendant ce temps, Sophie organisa une diffusion en direct sur une plateforme internationale, invitant des activistes, des avocats et des victimes de discrimination à partager leurs histoires. La vidéo, intitulée « La vérité à 30 pieds », devint virale, atteignant des dizaines de millions de vues. Des hashtags comme « Élodie Standard » et « Plus jamais silence » émergèrent, portés par une indignation collective qui traversait les continents. À Lisbonne, un militant des droits humains partagea la vidéo avec une légende. L'aviation doit rendre des comptes. À New York, une blogueuse influente écrivit « Élodie n'est pas seule. Nous sommes tous derrière elle. » Au siège d'Eldor, la crise atteignit son paroxysme. Jacques, convoqué dans le bureau de Laurent, tenta de se défendre. « Monsieur,
C'était une vérification standard. Un passager a signalé une anomalie, Laurent l'interrompit, sa voix aussi tranchante qu'un couperet. Vous avez cru qu'elle ne valait rien. Vous avez cru que votre uniforme vous donnait du pouvoir. Vous vous êtes trompé. Vous êtes licencié. Isabelle, l'agent de la passerelle, subit le même sort, son arrogance s'effondrant face à l'évidence des preuves. François, le directeur des opérations, tenta de sauver sa carrière en publiant une lettre d'excuse publique. Mais elle fut accueillie par un tollé en ligne. Trop tard, écrivait un internaute. Vous avez construit un système qui broie les gens. Monsieur Dubois, identifié dans le live stream, devint la cible de critiques acerbes. Sa femme, humiliée, annula leur voyage de retour et rentra seule à Paris. Même Madame Lefebvre, dont les commentaires méprisants avaient été capturés, reçut des messages de ses collègues parisiens « Tu es partout sur Internet. Comment as-tu pu dire ça ?» Elle tenta de se justifier, mais ses excuses sonnaient creuses, et elle se retrouva isolée, son statut social en lambeaux. Dans un studio de télévision à Los Angeles, Élodie se prépara pour sa première déclaration publique. Elle refusa les interviews traditionnelles, préférant une diffusion en direct, brute et sans filtre, fidèle à l'esprit de transparence qu'elle exigeait. Assise face à une caméra, vêtue de la même tenue impeccable qu'à l'embarquement, pull bleu marine, pantalon ivoire, broche en forme de baobab, elle prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Élodie », commença-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une émotion contenue. On m'a dit que je n'avais pas ma place en première classe. On m'a traîné hors de mon siège, isolé dans une pièce sans lumière, humilié devant des dizaines de personnes, parce que quelqu'un a décidé que je ne correspondais pas à leur idée du luxe. Mais je ne suis pas ici pour demander des excuses. Je suis ici pour exiger un changement. Cette compagnie, cette industrie, ce monde doivent apprendre que la dignité n'a pas de couleur, pas de classe, pas de limite. Chaque personne mérite le respect qu'elle a gagné. Elle marqua une pause, ses yeux brillants de détermination. Je ne m'arrêterai pas tant que ce système n'aura pas été reconstruit, pierre par pierre, pour que plus personne ne subisse ce que j'ai vécu. Ces mots, diffusés en direct, touchèrent des millions de personnes. À Dakar, sa grand-mère pleura de fierté. À Paris, Aïssatou et Fatou organisèrent une veillée devant le siège d'Aile d'Or, où des bougies formaient les mots « Élodie Standard ». À Los Angeles, Sophie, toujours en live stream, murmura « Cette fille est une révolution ». La réponse d'Aile d'Or fut immédiate et sans précédent. Monsieur Laurent, lors d'une conférence de presse à Paris, s'adressa au monde entier. « Ce qui est arrivé à ma fille est inacceptable », déclara-t-il, son visage marqué par une colère contenue. Mais ce n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été jugés, marginalisés, réduits au silence par des systèmes qui valorisent les préjugés au lieu de la justice. Il annonça des réformes radicales, des audits indépendants de toutes les plaintes de discrimination, une formation obligatoire contre les biais pour tous les employés et la création d'un fonds de réparation pour les victimes d'abus passés. Il alla plus loin, dévoilant le lancement du programme Élodie Standard, un engagement à faire de la dignité et de l'égalité les piliers de la compagnie. Cette annonce, retransmise en direct, fut accueillie par des applaudissements dans le monde entier, mais aussi par un scepticisme prudent. Des mots ne suffisent pas, écrivit un éditorialiste du Monde. Aile d'Or doit prouver que ce n'est pas qu'une opération de communication. Laurent, anticipant ces critiques, invita des organisations de défense des droits humains à superviser les réformes, un geste qui surprit même les plus cyniques. Dans les semaines qui suivirent, l'industrie aérienne fut secouée par une vague de changements. D'autres compagnies, craignant d'être éclaboussées par le scandale, annoncèrent leurs propres réformes. Des lanceurs d'alerte au sein d'Aile d'Or, inspirés par le courage de Marc et de Claire, firent surface, révélant des années de plaintes étouffées et de pratiques discriminatoires. Camille déposa une plainte collective au nom d'Élodie et d'autres victimes, visant des compensations financières et des changements structurels. Jacques, Isabelle et plusieurs cadres furent poursuivis pour obstruction à la justice, leur tentative de supprimer les preuves ayant été déjouée par la sauvegarde de Marc. Le scandale devint un tournant pour l'aviation commerciale. Des manifestations éclatèrent dans les aéroports, de Roissy à Heathrow, avec des slogans comme « Plus jamais silence » et « La vérité vole plus haut ». À Paris, Fatou organisa une marche silencieuse dans le quartier de la Goutte d'Or, où des centaines de personnes portaient des pancartes avec le visage d'Élodie. À Dakar, des étudiants défilèrent dans les rues, chantant des poèmes de Senghor en l'honneur de celle qu'ils appelaient « la fille au baobab ». Mais l'histoire d'Élodie ne s'arrêta pas à la colère collective.
Elle devint une force de transformation. Nommée conseillère d'un comité d'éthique indépendant, elle passa des heures à examiner les dossiers de plainte, notant chaque injustice avec une précision méthodique. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la vérité, convaincue que seule une transparence absolue pourrait empêcher que d'autres subissent ce qu'elle avait enduré. Un soir, dans un café du Marais, elle rencontra Sophie, qui était devenue une alliée inattendue. « Tu as changé le monde, Élodie », lui dit Sophie, un café fumant entre les mains. Élodie sourit doucement. « Non, Sophie. Nous l'avons changé ensemble. Toi, Claire, Marc, Aïssatou, chacun de nous a porté une pierre. » Sophie hocha la tête, émue. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Élodie répondit, son regard fixé sur l'horizon. « Maintenant, nous construisons un monde où personne ne sera jamais plus enfermé dans un réduit pour avoir osé être soi-même. » Quelques mois plus tard, Ace d'Or tint un sommet sur l'équité à Paris, en partenariat avec des organisations de défense des droits humains. Dans un geste symbolique, la compagnie renomma son programme de diversité Élodie Standard, un hommage à la jeune fille qui avait transformé une humiliation en un cri de justice. Monsieur Laurent, lors de l'inauguration, choisit de ne pas prendre la parole. Il laissa Élodie s'exprimer. Debout sur une estrade, face à une foule de journalistes, d'activistes et d'anciens employés, elle déclara « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui ont été jugés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Ensemble, nous avons prouvé que la vérité est plus forte que le silence. » Ces mots, diffusés en direct, résonnèrent dans le monde entier. À Dakar, sa grand-mère, entourée de voisins, pleura de fierté. À Paris, Aïssatou et Fatou levèrent leur verre dans un café, célébrant leur ami. À Los Angeles, Claire, désormais formatrice dans le programme Élodie Standard, commença chaque session par une phrase. « J'ai appris que le silence est une trahison. Parlons, agissons, changeons. » L'héritage d'Élodie devint un phare pour l'industrie aérienne et au-delà. Les écoles de formation aérienne intégrèrent des cours sur l'égalité, et les passagers, armés de leurs téléphones, devinrent des gardiens de la justice. Les sièges d'avion, autrefois symboles de privilèges, devinrent des espaces de dignité. Élodie, elle, continua son combat, non pas comme une victime, mais comme une architecte d'un avenir où chaque vol serait un voyage vers l'égalité. Son histoire, née dans l'humiliation, s'était transformée en un triomphe, un rappel que la vérité, lorsqu'elle est portée par le courage, peut faire tomber même les empires les plus arrogants. Et dans chaque aéroport, dans chaque cabine, dans chaque cœur, le nom d'Élodie devint synonyme de justice, de résilience et d'un avenir où personne ne serait plus jamais réduit au silence. L'histoire d'Élodie, une jeune fille de 16 ans confrontée à l'injustice et à la discrimination à bord d'un vol d'ailes d'or, est bien plus qu'un simple récit d'indignation. C'est une fresque puissante qui résonne profondément avec les valeurs françaises d'égalité, de fraternité et de justice, tout en mettant en lumière les défis persistants auxquels notre société est confrontée. En tant que Français, nous chérissons l'idée que la République repose sur des principes universels, mais l'expérience d'Élodie nous rappelle que ces idéaux ne sont pas toujours appliqués. Ce récit, ancré dans une sensibilité culturelle qui valorise la dignité individuelle et la résistance face à l'oppression, m'a profondément touché et m'a poussé à réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer pour nos propres vies. À travers cette analyse, je souhaite partager mes sentiments et les enseignements que nous pouvons appliquer au quotidien, tout en restant fidèles à l'élégance et à la profondeur de la pensée française. D'abord, ce qui m'a frappé dans l'histoire d'Élodie, c'est sa résilience. Malgré l'humiliation publique, les murmures méprisants des passagers et l'isolement dans un réduit oppressant, elle a su garder la tête haute. Cette force intérieure, héritée des leçons de sa grand-mère sénégalaise, évoque la philosophie stoïcienne si prisée dans la culture française, celle de Montaigne ou de Camus, qui nous enseigne que notre dignité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes. Élodie n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas cédé à la colère. Elle a choisi l'action réfléchie, en enregistrant les preuves, en rédigeant un email méthodique et en mobilisant son réseau. Cette retenue, mêlée de détermination, est une leçon précieuse. Dans les moments d'adversité, la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et dans la transformation de la douleur en un outil de changement. Pour nous, dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à répondre aux injustices. Qu'il s'agisse de remarques discriminatoires au travail ou de jugements hâtifs dans nos cercles sociaux. Non pas par la rage, mais par une action calculée et réfléchie. Comme Élodie, nous pouvons canaliser notre indignation en stratégies concrètes, qu'il s'agisse de signaler une injustice, de documenter des faits ou de chercher des alliés. Ensuite,
L'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Sans Sophie, la journaliste qui a diffusé l'incident en direct, sans Claire, l'hôtesse qui a trouvé le courage de témoigner, et sans Marc, l'informaticien qui a sauvegardé les preuves, le combat d'Élodie n'aurait pas eu la même portée. Cette dynamique reflète un aspect fondamental de la culture française, l'idée de fraternité, inscrite dans la devise républicaine. La France, avec ses traditions de mouvements collectifs, des révolutions du XVIIIe siècle aux manifestations modernes pour les droits sociaux, valorise l'action commune. Sophie, Claire et Marc, chacun à leur manière, ont incarné cette fraternité en brisant le silence, en défiant la peur de représailles et en soutenant une cause plus grande qu'eux-mêmes. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Nous ne sommes jamais seuls face à l'injustice. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer cette idée en soutenant ceux qui sont marginalisés, en amplifiant leur voix ou même en prenant des risques mesurés pour défendre ce qui est juste. Que ce soit en dénonçant une remarque raciste dans une réunion, en soutenant un collègue victime de discrimination ou en partageant une histoire comme celle d'Élodie sur les réseaux sociaux, chaque geste de solidarité compte. Un autre enseignement majeur est le pouvoir de la vérité. Élodie, en enregistrant les paroles de Jacques et Isabelle, a transformé une humiliation personnelle en une arme universelle. Cette quête de vérité, si chère à des penseurs français comme Voltaire ou Zola, qui ont dénoncé les injustices de leur temps, est au cœur de l'histoire. La vérité, dans le cas d'Élodie, n'a pas seulement libéré une jeune fille, elle a ébranlé une compagnie aérienne et déclenché une réforme mondiale. Cela nous rappelle que, dans notre quotidien, la vérité est une boussole. Que ce soit dans une discussion familiale, une situation professionnelle ou un débat public, dire la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est un acte de courage. Cela peut signifier confronter un ami sur un comportement problématique, signaler une injustice au travail, ou simplement refuser de rester silencieux face à des préjugés. Comme Élodie, nous devons apprendre à utiliser la vérité non pas comme une arme de destruction, mais comme un outil de construction pour bâtir un monde plus équitable. Enfin, l'histoire d'Élodie nous pousse à réfléchir à la responsabilité individuelle face aux systèmes oppressifs. Les passagers comme M. Dubois et Mme Lefebvre, par leur silence ou leurs commentaires méprisants, ont contribué à l'injustice. Leur attitude reflète une tendance universelle à se conformer aux normes sociales, même lorsqu'elles sont injustes. En France, où la culture valorise le débat et la remise en question, cette complicité silencieuse est un rappel douloureux de nos propres faiblesses. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une injustice par peur de nous impliquer? Combien de fois avons-nous laissé des préjugés passer sans les confronter? L'histoire d'Élodie nous invite à examiner nos propres actions et à nous demander: suis-je un spectateur ou un acteur du changement? Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples. Intervenir lorsqu'une remarque discriminatoire est prononcée, soutenir une cause locale pour l'égalité ou éduquer nos proches sur les biais inconscients. Chaque pas compte, et comme Élodie l'a prouvé, un seul individu peut déclencher une révolution. En conclusion, l'histoire d'Élodie est un miroir tendu à notre société, un rappel que les idéaux d'égalité et de justice, si chers à la culture française, exigent une vigilance constante. Elle nous enseigne la résilience, la solidarité, le pouvoir de la vérité et la responsabilité individuelle. Appliquons ces leçons dans nos vies. Soyons des baobabs, comme Élodie, enracinés dans nos valeurs, mais prêts à défier les tempêtes. Soutenons ceux qui luttent, parlons vrai, et refusons de rester silencieux face à l'injustice. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chaque siège, chaque voix, chaque vie est respectée. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la dignité pour tous, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour amplifier le message d'Élodie. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire inspirante. Laissez un commentaire ci-dessous. Que vous a appris cette histoire? D'où regardez-vous? Votre voix compte et ensemble, nous pouvons faire voler la vérité plus haut que jamais. Rejoignez le mouvement et faisons de la justice une réalité, à 30 0 pieds et au-delà.